écrivez à vos députés, quoi. Vous trouvez leur adresse mail de l'Assemblée nationale sur le site et vous leur dites arrêtez vos bêtises, aidez-nous à relancer la machine économique parce que c'est celle-là qui sortira le pays de T'as écrit, l'ornière. Jérôme, toi ? Ouais, c'est ça qu'on peut taxer pour financer le reste. Voilà. Et donc cette déprime aggravée par la crise de confiance et quand on se retrouvera avec une exécution budgétaire désastreuse, ça va réaccélérer le processus. Et en fait, les gens, ils auront fait l'étude. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'un certain nombre appuieront sur le bouton s'il n'y a pas des mesures de redressement plus importantes qui sont faites. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Donald Trump veut le Groenland car il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix et menace 8 pays européens, dont la France, de droits de douane allant jusqu'à 25%. Il menace en particulier de taxer à 200% le champagne français. Emmanuel Macron lui répond qu'il pourrait sortir, je cite, un bazooka commercial validé en 2023 mais jamais activé, qui serait en mesure de viser 93 milliards d'euros de marchandises américaines. En plus des fameux tarifs, c'est le 49.3 qui fait son retour. Sébastien Lecornu annonce y avoir recours pour faire adopter le budget 2026. D'ailleurs, dans ce budget, il y a des choses qui vous intéressent, vous, investisseurs et investisseuses, notamment une hausse de la CSG. Alors, est-il encore possible d'investir sereinement aujourd'hui en France ? Et si oui, comment ? C'est le thème de notre émission du jour. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree, qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux. Ou alors, vous nous écrivez directement à l'ancienne par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis. Si l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Pour vous répondre aujourd'hui, il a commencé par collectionner les diplômes en droit des affaires et en fiscalité jusqu'à aller se distinguer au Royaume-Uni. Il fait ensuite ses armes dans la transmission d'entreprise chez un grand notaire, passe par le barreau, puis accompagne pendant près de 10 ans dans la banque et le conseil des centaines de chefs d'entreprise dans leur cession et restructuration. Au passage, il a vu des choses étonnantes comme de sportifs de haut niveau qui s'échangent un appartement et une voiture en se donnant simplement les clés. Stéphane Absolu est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Amaury. Tu es donc fiscaliste, avocat fiscaliste et associé fondateur de Pyxis Conseil. Est-ce que je prononce bien Pyxis Conseil ? Oui, Pyxis Conseil, exactement. Pyxis Conseil, comme voilà. le groupe des années 80. Et ben voilà, Mais avec un Y. PYXIS, donc Pyxis Conseil, spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise dans leur opération de restructuration patrimoniale. Notre autre invité du jour, il commence par Sciences Po et pendant ses études, il rédige carrément un décret en Conseil d'État pour encadrer les courses automobiles et les rallyes sur route ouverte. Ensuite, il passe par le conseil, l'assurance et la finance avant de cofonder des acteurs majeurs de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Il s'engage aussi pendant 6 ans comme vice-président du syndicat patronal du courtage d'assurance. Et preuve que l'apprentissage n'a pas d'âge, à plus de 50 ans, il retourne sur les bancs de l'école pour décrocher l'un des meilleurs masters de gestion de patrimoine de France. Jérôme Dédéian est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Amaury. Bon, je suis ravi de t'avoir, de vous avoir tous les deux. Donc Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine et associé de Tout sur mes finances. On a un vaste programme aujourd'hui, parce qu'en plus des questions cash, on parlera rapidement de la situation des holdings en fin d'émission, parce que derrière ce mot qui paraît peut-être abstrait pour pas mal d'entre vous, finalement, elle pourrait bien vous être utile, en particulier dans ce contexte. Et puis on parlera évidemment, je le disais en introduction, de cette hausse de la CSG qui vous concerne tous. Mais d'abord, je propose un point quand même sur la situation internationale qui est mouvementée. Et on a Vanina qui nous a envoyé un message à ce sujet. On l'écoute tout de suite. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée, et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions.
Bonjour Amaury et bonjour l'équipe d'Allo la Martingale. Alors, le contexte international a été particulièrement tendu en 2025, mais j'ai l'impression que ça continue, et même de manière assez graduelle en 2026. On l'a vu avec le Venezuela, et maintenant avec tout ce qui se passe autour du Groenland. Donald Trump a également refait des menaces vis-à-vis de l'Europe, notamment sur des nouveaux droits de douane, comme il l'avait déjà fait en fait en avril dernier. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose pour notre argent et notre manière d'investir? Merci beaucoup Vanina pour ton message. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une vaste question, c'est un petit peu le bazar quand même, hein, parce qu'on voit carrément des tweets de The White House, pardon, la Maison Blanche, qui tweet carrément une photo de Trump comme ça, les poings sur la table, qui se fait appeler Mr. Tariff. Donc là, on est complètement dans le divertissement complet. Puis il n'a pas eu le prix Nobel de la paix qu'il voulait, donc il dit, finalement, la paix, ouais, ça me concerne plus trop. Donc il dit, finalement, je veux le Groenland, je le veux, je l'achète. Bref, on est un petit peu perdu, Jérôme, dans tout ce contexte international. On a déjà eu le coup des tarifs en avril dernier. Là, il refait le coup des tarifs où il remenace en particulier l'Europe, 8 pays européens et la France, je le disais en introduction. Rapidement, avant de parler de ce contexte français qui va bien beaucoup nous intéresser, avec notamment ce 49.3 activé par Sébastien Lecornu, qu'est-ce que, au niveau international, là, avec ce qu'on en sait aujourd'hui, ce contexte, Jérôme, voilà, comment est-ce qu'il faut réagir pour gérer tout simplement son argent, qu'on soit investi ou pas? Ouais, alors d'abord, Vanina, elle a complètement raison, c'est-à-dire que c'est un énorme bazar. Alors, est-ce que c'est plus le bazar que à d'autres périodes de l'histoire de l'humanité? En fait, il faut apprendre à vivre avec le bazar. Mais si on s'arrête 2 minutes, hein, le bazar est quand même colossal. Il y a évidemment ce qu'elle nous a cité, et ce que tu viens de reprendre, Amaury, sur l'affaire du Groenland et sur ces menaces de nouveaux tarifs. Mais si on regarde les choses, la déprime française, la croissance allemande qui est complètement atone, et on a évidemment tout ce qui est en sous-jacent et qui dure depuis des mois. On a le sujet iranien qui traîne parce que Trump tarde à intervenir et on ne sait pas où on va. On a la Russie qui est aussi confortée avec la guerre à nos portes en Europe. Hein, la Russie qui est confortée par les reculades de Trump sur l'Ukraine. On a des manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan. On sait que c'est une crise majeure qui peut survenir à tout moment. Enfin, tout ça, c'est colossal. Tout ça dans une toile de fond où, avec l'énorme progrès technologique qu'il y a à l'intelligence artificielle, on se retrouve avec la crainte que, finalement, la destruction créatrice, hein, l'idée que l'innovation permet de relancer l'emploi, elle détruit les emplois, mais elle en crée. Là, on voit bien les emplois détruits, on ne voit pas trop où est-ce que ça en crée. Et donc, ça crée un climat d'incertitude qui est absolument considérable, qui se traduit par une repentification de la courbe des taux. Hein. Les taux longs sont très, très élevés. Enfin, la pente est très, très forte. Et les taux à long terme sont remontés, ce qui montre bien on price, hein, si vous me passez l'expression, l'incertitude liée à la conjoncture sur les emprunts à long terme. On a le dollar qui se casse la gueule, parce que Trump l'a envoyé à la cave. On a un taux de chômage aux États-Unis qui est quand même la statistique économique que tous mes mentors en marché financier m'ont appris à suivre en me disant, si tu ne t'intéresses pas au chômage américain ou à l'emploi américain, tu ne peux pas être sur les marchés. Et donc le taux de chômage, il est au niveau le plus élevé qu'il a jamais atteint depuis la pandémie. Enfin voilà, tout ça, c'est un contexte d'incertitude considérable et Vanina l'a très très bien vu. Alors moi, ce que j'aime bien quand on est ça, c'est qu'en fait, l'incertitude, elle a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, elle existe toujours sur les marchés. Et donc, il faut aussi regarder du côté des bonnes nouvelles. Et il y en a plein. Alors, on t'écoute. Des bonnes nouvelles. Alors je me suis fait un inventaire à l'après-vert des bonnes nouvelles qu'on a en ce moment. Premièrement, et malgré l'affaire iranienne, le pétrole n'est pas cher du tout. Pourquoi il n'est pas cher? Parce que l'offre est abondante, parce que les approvisionnements sont sécurisés, l'OPEP a remonté sa production. Donc même si côté Iran, ça se gâte, on a du pétrole. Et en plus, comme on a une croissance un peu atone à plein d'endroits, la demande n'est pas très forte. Donc pétrole, pas cher du tout, autour de $60. Ça, généralement, c'est très très bon pour la conjoncture. Deuxièmement, le FMI a relevé sa prévision de croissance mondiale pour 2026 de 3,1 à 3,3% en disant c'est une heureuse surprise. Voilà. Et donc, on a des zones de croissance un peu partout. On a des marchés américains qui, malgré cette incertitude sur l'économie américaine, tiennent le coup parce qu'ils achètent les perspectives de gains de productivité liées aux nouvelles technologies. Ça veut dire qu'ils achètent l'idée qu'on peut croître avec un marché de l'emploi qui ne va pas très bien, et ça, c'est très nouveau dans la lecture de l'analyse macroéconomique. On a finalement un impact des tarifs, c'est-à-dire un impact inflationniste pour le consommateur américain qui est relativement anticipé par les marchés. On pense qu'il est dans les prix, en tout cas pour une grosse partie. Il y a évidemment une pression politique
pour une baisse des taux, donc Trump sur la Fed. Peut-être je te coupe 2 minutes Ouais. juste sur les tarifs. Effectivement, les Ouais. tarifs qui ont été annoncés, bon, voilà, il y a quelques jours, où il dit, voilà, il sort un petit peu. Voilà, c'est un peu sa manière de négocier par rapport au Groenland. Bon, si vous ne me donnez pas le Groenland et le prix Nobel de la paix, ben, dans ce cas-là, je vais augmenter les droits de douane pour 8 pays européens, dont la France, je le disais en introduction, mais peut-être pour d'autres plus tard. On voit que les marchés ont un peu réagi. Alors, à l'instant, on enregistre cette émission, les marchés américains sont fermés. Enfin, ils étaient fermés hier, ils vont ouvrir tout à l'heure après l'émission. En France, ça a baissé, mais ce n'était pas non plus un cataclysme comme en avril dernier, quand il y a eu l'annonciation des fameux tarifs en avril. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de ces annonces-là? Est-ce que, honnêtement, s'il y a une baisse, est-ce que ce n'est pas plutôt le moment de racheter, finalement? Ou alors, il faut vraiment s'en inquiéter, tu vois? Ouais, moi je dis que les marchés, ils ont appris à vivre avec cette incertitude, et notamment sur période récente, et que de toute façon, on va dire la progression des marchés, elle ne se fait jamais dans l'histoire sans des corrections qui sont saines, hein, c'est-à-dire des retours ou des replis qui permettent de bien consolider les fondamentaux et puis de repartir. Ce qui est clair, c'est que les perspectives de croissance bénéficiaire des boîtes, notamment américaines, elles sont élevées. Alors, pas tous les secteurs, hein, on parle de reprise en K et pas en V, hein, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui vont très bien, c'est des secteurs plutôt régaliens, l'armement, les infras, etc. Puis des secteurs qui souffrent énormément, et notamment le retail et la distribution. Hein, il y a des fermetures. Saks, le magasin emblématique de la 5e avenue, est en train de faire faillite. Enfin, il y a vraiment des reprises en cas. Néanmoins, les perspectives bénéficiaires sont bonnes. Et donc, ça veut dire que les fondamentaux sur lesquels les marchés actions sont pricés sont plutôt favorables. Mais il y a besoin de moments de respiration sur un marché action, hein, ça s'appelle la volatilité, c'est normal. Donc s'il y avait une correction, ce serait une correction légitime qui ne remet pas en cause les perspectives long terme. Donc ça, c'est un point important à voir. Après, il y a des bonnes nouvelles aussi côté européen, parce que même si l'Europe a l'air de ne pas réussir à parler d'une seule voix, de subir, etc., on a quand même un plan de relance de 500 milliards qui a été lancé par les Allemands. Alors évidemment, entre l'annonce et l'exécution, il va bien falloir que ce déversement arrive, hein, que ça devienne une réalité, mais c'est quand même hyper favorable. Et puis, on a la Chine qui s'est fait barrer le marché américain par les tarifs, donc elle nous inonde de produits à bas coût en Europe, et finalement ça marche pas si mal. Et dans le plan quinquennal qu'ils sont en train de discuter, ils viennent d'annoncer qu'il fallait de toute façon qu'ils relancent à mort leur demande intérieure, donc ça va évidemment soutenir non seulement la Chine, mais aussi tous les émergents qui dépendent beaucoup de l'économie chinoise ou qui la servent. Et puis on a un Japon qui est quand même important sur les marchés, qui est en train de confirmer sa sortie de 30 ans de déflation. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc on est dans un environnement hyper incertain avec plein de mauvaises nouvelles, mais il y a aussi plein de bonnes nouvelles. Et finalement, c'est ça l'histoire de l'humanité. Et donc après, quel impact ça peut avoir sur les décisions d'investissement des gens? En fait, c'est toujours du bon sens paysan, hein. Tu me connais, moi je suis quand même un peu terre à terre. Et donc ça veut dire quoi pour un investisseur, un épargnant aujourd'hui? Ça veut dire que, compte tenu de la progression des classes d'actifs ces dernières années ou ces derniers mois, ça veut dire que même avec les petites corrections qu'on vient d'avoir, les gens sont généralement en plus-value sur pas mal d'actifs. Et ce qu'il faut faire, c'est sécuriser sa plus-value à hauteur du besoin de train de vie qu'on a à court terme. Parce que finalement, on est détendu avec la volatilité des marchés. Si on a sur son compte en banque ou sur des produits sécurisés quelques mois, années de train de vie, et c'est très bien d'écréter ces plus-values à intervalles réguliers pour se détendre financièrement avec ça. Donc ça, c'est quelque chose que tous nos auditeurs, épargnants, investisseurs peuvent regarder. Où est-ce que je suis en plus-value compte tenu de la progression des différentes classes d'actifs des derniers mois, et qu'est-ce que je peux mettre de côté pour me détendre sur mon train de vie à court terme, comme ça, même s'il y a un crack, parce que tout d'un coup, OpenAI fait faillite, finalement, je suis détendu sur ma capacité à payer mon loyer ou mon crédit immobilier, les études des enfants et mon supermarché pour les mois qui viennent. C'est vraiment hyper terre à terre, et c'est très important à faire. Revoir ses portefeuilles, prendre ses plus-values à hauteur de son train de vie. D'accord ? Ensuite, si on a le temps devant soi et qu'on veut investir en actions, alors là, c'est intéressant en ce moment. Ça veut dire que on peut, si on est investisseur en euros et qu'on vit en euros, hein, il faut évidemment surpondérer les valeurs en euros. Ensuite, chacun fait sa cuisine, mais la diversification géographique, ça compte énormément. Il y a finalement moitié, 60% d'investissement en Europe. On peut mettre 30-40% d'Amérique, parce que l'Amérique, c'est quand même la locomotive du monde en termes économiques. Et puis, en ce moment, les émergents ont un gros potentiel, notamment avec la relance chinoise, et aussi parce qu'ils sont absolument clés dans la technologie, notamment côté sous-traitant. Je pourrais parler tout à l'heure de la Corée, hein, mais la Corée, elle est essentielle pour les entreprises technologiques en sous-composant des composants. Hein, voilà.
Alors, non, mais c'est intéressant. Déjà, merci pour cette dose de positivité un petit peu. Ça fait du bien dans ce monde où on a que des mauvaises nouvelles, hein, principalement tout le temps, malheureusement. La semaine dernière, j'ai fait un épisode où on parlait justement un petit peu de l'allocation active. On a fait un grand point avec Alexandre Baradès de chez IG. D'ailleurs, allez voir en replay là-dessus, c'est très intéressant. L'émission d'aujourd'hui, là, on est plus, et on y vient ensuite. La chance d'avoir un grand fiscaliste avec nous pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut naviguer avec ces annonces qui va y avoir, hein, pour le budget 2026 qui n'est toujours pas acté. Il serait temps, il sera peut-être acté fin février. Bon, voilà, avec un petit peu de retard. Mais rapidement, Jérôme, sur l'allocation active, ce qu'on se disait dans la dernière émission, on se disait que les US, bon, si on est très long terme, on peut y aller, mais à court terme, c'est quand même très haut. Le S&P, etc. Ensuite, l'Europe, why not, avec ce plan de relance des 500 milliards de l'Allemagne. Ensuite, sur les émergents, on a parlé de deux choses. On a parlé effectivement de la Chine et de l'Inde. L'Inde, c'est vrai que ça fait des années qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais ça ne monte pas tellement. Je voulais avoir ton avis là-dessus, si tu avais un avis sur l'Inde. Est-ce que tu penses de la Chine aussi? Alors, en action sur tous les marchés que tu viens de citer, déjà, moi, aujourd'hui, je ne m'assieds pas sur l'indice. Ça, c'est sûr. Il faut être hyper sélectif dans les valeurs dans lesquelles on investit. Alors, si on ne veut pas le faire soi-même parce qu'on n'a pas accès à la recherche, qu'on n'a pas le temps d'y consacrer, il faut passer par des maisons de gestion spécialisées qui, elles, font ce stock picking, cette sélection de valeurs. Pourquoi ? Parce que quand je dis hyper sélectif, je donne deux exemples pour être hyper carré. Il y a des secteurs qui vont très bien, je parlais de reprise en cas. Donc, quand on est infrastructure, il y a des secteurs qui ne sont pas soumis aux tarifs, il faut aller là-dessus. Il y a de la techno avec des perspectives de croissance bénéficiaire, donc même si c'est cher, en fait, il y a encore du potentiel sur certaines boîtes, mais il faut aller regarder lesquelles et faire une analyse financière fine pour voir si elles sont robustes, bien financées, etc. Il y a évidemment tout ce qui est industrie de défense qui est fondamental, et ça vaut notamment pour l'Europe. Sélection de valeurs européennes, et il faut aussi regarder les small et mid cap qui reviennent en grâce après des années de traversée du désert. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-dedans des sous-traitants, des gros industriels de secteurs qui sont porteurs parce qu'il y a de l'argent qui se déverse dessus, typiquement la défense, et qui sont des boîtes magnifiques, sauf que la cote, tout le monde s'en désintéressait, la cote était dégueu, et en fait ça revient parce qu'ils ont des perspectives de croissance extraordinaires. Donc là, tirer sur les small et mid, en particulier côté défense. Exactement, et donc il faut évidemment soit avoir accès à une très bonne recherche, par exemple celle des analyses d'idées mid-cap, qui sont super pointues. Si on n'a pas le temps de s'en occuper, il faut passer par des maisons de gestion spécialisées qui elles-mêmes font ce stock picking. Je donne un autre exemple sur les actions, puis je m'arrêterai là peut-être, sur le luxe. On dit le luxe est hyper impacté par les tarifs, etc. Et vous vous souvenez, il y a querelle LVMH Hermès. Ça, c'est une super querelle. On dit LVMH, c'est du luxe, mais c'est du luxe vraiment mondial, très très large, etc. Hermès, c'est de l'ultra luxe. Ça, c'est hyper robuste et tout. Et il se passe exactement le contraire en ce moment. Pourquoi ? Parce que Hermès est toujours dans la transaction sur un objet de très forte valeur. Ça vaut toujours quelque chose, mais il souffre. Pourquoi ? Parce que le luxe est en train de migrer vers une expérience. Ce qu'on offre aux clients, c'est plus l'achat d'un objet, c'est l'achat d'une expérience totale. Ça vaut dans la voiture de luxe, ça vaut dans les sacs à main. C'est l'endroit où on va vous remettre votre sac à main, c'est tout ce qu'on va faire comme célébration ou cérémonie autour qui vaut. Et de ce point de vue-là, LVMH, dont on se dit qu'il y a quand même une grosse composante qui s'appelle Moët & Cie, qui souffre avec les tarifs, etc., ils sont en train de réussir cette migration-là, et ils s'en tirent plutôt mieux que les autres en ce moment, alors qu'a priori, ils avaient tout l'air de la boîte qui allait se faire allumer par les tarifs de Trump. Et donc, cette sélectivité dans les valeurs sur les marchés actions, elle est essentielle pour la période qui s'ouvre. Ok, rapidement, parce qu'après, on va sur la France. Les émergents, tirez dans les émergents. Alors, les émergents, ils ont un gros potentiel. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tirés très, très arrimés à la croissance chinoise pour beaucoup. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, il y a un effet Milley qui irrigue pas mal de pays, et notamment de pays d'Amérique latine. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et moi, il y a un pays que j'aime particulièrement en ce moment, c'est la Corée. Puisque la Corée, vous savez, c'est ces gros conglomérats un peu opaques, tenus par des familles, avec une gouvernance discutable. Et en fait, il y a une révolution qui est en train de se produire en Corée sur la transparence de l'information, le respect des minoritaires, la réglementation se met en place, donc ils sont en train de passer dans l'ère moderne à l'échelle d'un pays occidental en termes de compliance, c'est un bien gros mot anglicisme, mais en termes de gouvernance, de transparence de l'info, de respect de leurs actionnaires minoritaires, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont à la fois une demande intérieure qui est substantielle, notamment sur un certain nombre de biens, de secteurs, luxe, etc. Et ils sont essentiels dans la migration technologique que le monde est en train de vivre, pas dans les composants principaux, mais dans les sous-composants. Par exemple, les puces
les super puces quand on a besoin pour nos calculateurs et pour faire tourner nos modèles d'intelligence artificielle, et ben, eux, ils font un sous-composant de la puce, mais ils sont essentiels et critiques dans la chaîne de valeur. Donc, il y a du potentiel en Corée. Moi, je parierais bien dessus en ce moment. Et si on est un particulier, comment est-ce qu'on peut s'indexer à la Corée justement pour investir Alors là, pour le coup, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous décidez de trouver un tracker, donc un fonds indiciel. Moi, j'aime pas beaucoup la gestion indicielle. On pourra en reparler, on ferait presque une émission dessus. Bon. Mais pour un bout de votre allocation, parce que vous n'allez pas tout miser sur la Corée, enfin, je veux dire, ou alors c'est pour le casino tout à l'heure. Ouais, bon. ouais. En revanche, il y a des sociétés de gestion qui, dans leurs fonds émergents, peuvent surpondérer la Corée. En fait, il faut regarder les analyses des gérants et qui disent comment ils sont exposés et quels sont les paris qu'ils font entre les différents pays. Ok, très clair. Et puis de toute façon, restez avec nous. Vous aurez les questions cash comme d'habitude, les 2 questions cash en fin d'émission. Stéphane, Absolu, donc tu es avocat fiscaliste. Moi, j'aimerais avoir un petit peu ta température. C'est-à-dire que là, on a fait un petit peu un point sur l'international, qu'on pourrait faire beaucoup plus long, mais bon, on a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui. Donc déjà, merci Jérôme pour ce point-là. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en France ? Est-ce que là, ces dernières semaines, ces derniers mois, tu vois qu'il y a plus de gens qu'avant qui viennent te voir pour partir à l'étranger, tout simplement? Alors, c'est vrai que la fiscalité est aussi un thermomètre, on le disait, de ce souhait un peu de s'adapter au marché financier et à la fiscalité. Et depuis, on va dire même le tout 2025, le nombre de dossiers ou le nombre de clients qui se posent en tout cas la question, qui ne sont pas forcément partis, mais qui se posent la question, on a eu un peu, c'est un phénomène cyclique, c'est-à-dire qu'on l'avait eu en 2015 avec l'arrivée de François Hollande. On l'a là depuis une bonne année, ce questionnement-là revient, avec des gens qui veulent savoir comment est-ce que les choses se passent. La fiscalité est aussi un thermomètre en fait de ce souhait d'une partie des Français à des projets d'expatriation. Alors, pas que pour des raisons fiscales, globalement, parce que je dis toujours, l'expatriation, c'est un sujet fiscal secondaire. C'est-à-dire que dans l'expatriation, il faut déjà vouloir aller vivre à l'île Maurice, en Italie ou en Belgique. C'est d'abord un choix de vie. Puis ensuite, on a la fiscalité. J'irai bien à l'île Maurice, là, quelques semaines. Je trouve qu'il fait un peu froid, là, à Paris. Là. Ah, bah, c'est pas mal, cela dit. Et donc, la fiscalité reste un thermomètre. Et puis, il y a aussi un autre point important, c'est que, ne serait-ce qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays qui mettent en place des fiscalités attractives pour des gens qui viendraient, pour des Français qui viendraient s'installer. Donc, on a Madame Meloni en ce moment sur l'Italie. On avait eu le cas du Portugal avec les retraités, alors le régime a été un peu fermé. Mais on a aussi, en fait, un certain nombre de pays qui font du picking, quelque part, de clients et de contribuables français, pour rendre leur fiscalité plus attractive. Donc ces sujets-là sont, moi j'en ai sur l'année 2025 un certain nombre, en tout cas dans le questionnement, donc des clients qu'on accompagne parce que il faut, dans un sujet d'expatriation, on se pose la question de savoir, je dis toujours pourquoi vous partez. Et si le sujet c'est juste de se dire, ah bah de toute manière moi je veux plus payer d'impôts, bon, il faut qu'on prenne le problème dans un autre sens parce qu'un projet d'expatriation, c'est un projet plus long. Il faut mesurer ce que sont les impacts sur sa fiscalité, il faut mesurer ce que sont les impacts sur ses actifs, il faut mesurer ce que sont les impacts sur sa famille. D'ailleurs, j'aurais même dû le mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire plutôt sur sa famille, sur ses actifs et sur sa fiscalité à la fin. Jérôme. Ouais, je vais rajouter un truc. Moi, je suis très investi dans une association d'entrepreneurs qui s'appelle l'Association Progrès du Management. C'est 8000 patrons et patronnes francophones. Donc, la limite, c'est la francophonie, évidemment, beaucoup en métropole. Je tourne partout pour les voir et animer des journées de travail avec eux par groupe de 20 à 30. En ce moment, c'est la déprime. C'est-à-dire que le flux que Stéphane voit arriver de gens qui disent « est-ce qu'on peut étudier, si je peux aller, etc. » C'est juste pour oublier la déprime française et se dire je peux continuer à déployer mon énergie dans un contexte qui sera, que j'espère, plus stable, que j'espère plus favorable à l'entrepreneuriat, etc. Ça ne veut pas dire que les gens vont passer à l'acte, mais en tout cas, comme un dirigeant ou une dirigeante bien informée est une dirigeante qui anticipe, tout le monde fait l'étude pour pouvoir appuyer sur le bouton si jamais ça tourne mal en France. Et pour le moment, il faut quand même reconnaître que ça ne tourne pas bien du tout. Donc la déprime française, elle est là, quoi. Il faut que tu ailles les voir, là, que tu les rassures un peu avec tes bonnes nouvelles. Là, comme, moi, j'arrête pas. J'essaye de leur communiquer mon optimisme, mais je ne peux pas empêcher le patron marseillais de se dire, finalement, moi, je vais aller vivre en Italie. Ça n'empêche pas forcément mon centre d'intérêt économique de tourner parce qu'il y a moyen d'optimiser et d'oublier tout ça pour m'aérer, quoi. J'ai croisé un patron que j'aime bien à New York à Noël, là. Et il avait le sourire alors qu'il m'avait fait une crise de déprime 15 jours avant quand on s'était vu. Et c'est juste parce que, plongé dans l'ambiance new-yorkaise, il me dit ça fait quand même du bien d'oublier toutes les conneries de l'Assemblée nationale, si vous me passez l'expression. Voilà. Je crois que c'est pas terminé là. Je crois qu'on va avoir encore
Malheureusement, du divertissement, entre guillemets. Stéphane, avant qu'on passe à la question de FX qui nous a envoyé qui se pose la question justement avec un petit peu ce bazar ambiant mais à l'échelle nationale sur ce projet de loi de finances 2026 qui est toujours pas adopté, qui va maintenant passer par un 49.3, avec une hausse de la CSG qui, quoi qu'il arrive, est confirmée. Donc, pour vous, investisseurs, investisseuses, plus d'impôts. Pour nos auditeurs, Ouais. elle est confirmée parce qu'elle est dans le projet de loi de financement de la Sécu qui, lui, a déjà été voté en décembre. Donc, Absolument, c'est voilà. pas dans Donc le ça, PLF. Il y a deux Voilà. projets. Absolument. Effectivement, merci pour la précision et quoi qu'il arrive, en tout cas c'est acté. Donc c'est comme ça et on va voir un petit peu comment justement on va pouvoir vous donner les clés pour les choses à faire, à ne pas faire, comment vous pouvez anticiper ce qui pourrait se passer à partir de maintenant. Stéphane, donc, en gros, juste là au niveau du contexte, tu sens que tu as plus de demandes en fait en ce moment ou... C'est ce que disait Jérôme, c'est-à-dire qu'on a plus de demandes. Enfin, là, sur l'année 2025, il y a eu... C'est un sujet, moi, que j'avais presque un peu oublié, c'est-à-dire qu'on l'avait plus depuis... on l'avait eu en 2015, ce que je disais. Après, on l'avait un peu laissé tomber. Moi, j'avais quasiment plus de dossiers d'expatriation. Et en 2025, j'en ai eu un certain nombre. Après, c'est ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'interrogent et qui veulent savoir comment est-ce que les choses se passeraient si. Maintenant, après, pour autant, ils ne sont pas tous partis. J'en ai qui sont partis, quand même. Il y a plus de gens qui se posent la question que de gens qui font le vrai saut de cette expatriation. Bon, ok. Mais la question se pose, ça c'est indéniable, que depuis, on va dire, une bonne année, la question se pose beaucoup plus. Voilà, si on se projette, hein, c'est intéressant, avec ce qui va passer en 49.3, parce que ça a de fortes chances de passer, hein, compte tenu du fait qu'il n'y aura probablement pas censure, en fait, on va se retrouver à la fin de l'année avec une exécution budgétaire désastreuse, parce que le PLF, tel qu'il arrive, il va planter le pays. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec un débat qui aura lieu à la rentrée de l'été, sur un projet de loi de finances rectificatif pour 2026, avec encore des mesures de petite rétroactivité sur tout ce qu'on peut ramasser au 1er janvier pour essayer de gratter les fonds de tiroir, qui va relancer la déprime et la crise de confiance de tout le tissu entrepreneurial français. Je veux dire, celui qui produit le PIB marchand. Dans le PIB, il y a deux composantes, le marchand et le non marchand. Le non marchand, c'est la dépense publique, c'est 57% en France. Le marchand, c'est ce qui reste. C'est ça qu'on peut taxer pour financer le reste. Voilà. Et donc cette déprime aggravée par la crise de confiance et quand on se retrouvera avec une exécution budgétaire désastreuse, ça va réaccélérer le processus. Et en fait, les gens, ils auront fait l'étude. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'un certain nombre appuieront sur le bouton s'il n'y a pas des mesures de redressement plus importantes qui sont faites pour recréer cette confiance. Il y a aussi, mais quelque part, on peut faire un parallélisme entre le marché financier et le marché de la fiscalité. Il y a un parallélisme, c'est-à-dire que le manque de visibilité est de toute manière très impactant. C'est-à-dire que quand on ne sait pas trop où on va, comment est-ce que les choses vont se passer, alors après, c'est ce que je dis souvent à nos clients, il ne faut pas espérer une baisse de la fiscalité. Les nouvelles ne seront pas bonnes. Il faut appeler un chat un chat. On avait, si je prends le PLF par exemple, on était tombé avec la flat tax, avec une taxation à 30% sur un bon nombre de revenus. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, on n'avait jamais eu si bas. Moi, en 25 ans, c'est la première fois que j'avais un taux. Donc il faut aussi remettre un peu en perspective, dire qu'un PLF à 30%, on est toujours mécontent peut-être quand on le paye, mais en 25 années, sur des dividendes, c'était la plus faible fiscalité que j'ai La vue. flat tax, tu veux dire. La flat tax. Ouais. Ouais. Et là on peut monter jusqu'à 38,6 à l'heure où on se parle. Et là, déjà, à l'heure où on se parle, quoi qu'il arrive, on est à 31,2. 31,4. Ouais. Et si tu rajoutes la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution différentielle sur les très hauts revenus, on peut monter à 38,6. Bon, je suis pas bien là. On commençait positivement, puis finalement, là, tous les deux, là, Non, vous mais- êtes en train de nous Alors, saper le bord. ça veut dire- alors, il y a un truc très concret que nos auditeurs préfèrent. Écrivez à vos députés, quoi. Vous trouvez leur adresse mail de l'Assemblée nationale sur le site et vous leur dites arrêtez vos bêtises, aidez-nous à relancer la machine économique parce que c'est celle-là qui sortira le pays de T'as écrit, l'ornière. Jérôme, toi Ouais, moi j'écris. Ouais. Ouais. Je parle beaucoup aux parlementaires avec qui je suis en relation. Ouais. Bon, ouais, très bien, très bien. Bon, on va leur écrire. Bon, on va écouter tout de suite FX. Alors, je sais pas s'il veut partir de France, mais en tout cas, il se pose des questions. Il voudrait, lui, y voir un petit peu plus clair, donc on va l'écouter et lui répondre. Salut Amaury, salut la Martingale. Je t'envoie un petit message aujourd'hui pour faire le point de tout ce qui se passe en France par rapport au budget. On sait bien qu'il n'est toujours pas adopté. On nous a dit qu'il n'y aura pas de hausse des impôts pour les particuliers. Mais l'on voit néanmoins qu'il y aurait une hausse de la CSG au futur. Et avec le contexte qu'il y a actuellement, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il n'y aurait pas des décisions à prendre à court terme en tant qu'investisseur ? Et si on a déjà investi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ensuite, pour investir aujourd'hui, avec le contexte géopolitique actuel, comment on pourrait gérer nos investissements pour mieux anticiper les décisions qui pourraient être prises par le futur, que ce soit à notre État ou à l'international ?
Je te remercie. À bientôt, Amaury. Merci FX pour ton message, FX qui nous envoie un message de la Bretagne, de Lannion, très précisément. Donc on te salue FX, merci beaucoup de nous écouter. Bon, alors l'international, on en a déjà parlé, on va peut-être pas en reparler maintenant parce qu'après on va complètement sortir du timing. Mais en France, alors il a bien résumé la situation. Donc la CSG, c'est acté, quoi qu'il arrive, effectivement, on l'a dit. Jérôme, tu parlais presque d'arriver à une flat tax à 38%, ce qui serait quand même assez énorme. Pour l'instant, on est à minimum 31,4 pour l'année 2026. Stéphane, C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on est à 31,4, y compris pour des revenus de 2025. C'est-à-dire que il y a une partie de c'est ces rétroactif. revenus, exactement. Et oui. En fait, le texte a été évoqué, contrairement à la loi de finances sur la sécurité sociale a été adoptée avant le 31 décembre 2025 et donc s'applique sur un certain nombre de revenus 2025. Des plus-values réalisées en 2025 sont impactées et sont déjà à 31,4. Donc ça veut dire qu'on a pu, juste pour le dire, hein, j'ai pu céder un actif et réaliser une plus-value courant 2025. Et parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a enregistré cette hausse de 1,4 de la CSG sur ma plus-value à effet rétroactif du 1er janvier 2025, je vais devoir un complément de CSG-CRDS au titre de cette transaction que j'ai réalisée avant cette hausse. donc là par rapport à Ça ça, s'appelle la petite rétroactivité en loi, c'est un scandale, mais c'est comme ça. Alors, elle vise, parce qu'en fait, le prélèvement forfaitaire, ce qu'on appelle Ça agace. le prélèvement forfaitaire est pas libératoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas libéré de l'impôt pour autant. C'est pas parce qu'on l'a payé qu'on est libéré de l'impôt. On est libéré de l'impôt lorsque, là, en 2026, je fais ma déclaration d'impôt. Et là, je vais libérer mon impôt. C'est-à-dire que je serai libre de l'impôt. Sauf que le faisant en 2026, j'ai une loi qui est venue me dire « Ah oui, mais attendez, votre taux de CSG, c'est 1,4 en plus. » Donc, du coup, mes plus-values de 2025 sont impactées. pour être très concret, donc là, si on a eu des profits, tout simplement, des prises de bénéfices, là, en 2025, quoi qu'il arrive, on peut rien faire. Là, on peut pas toucher ça. On peut pas... Enfin, sauf à décider de ne pas payer et d'aller en tôle. Alors Donc, là, à la on est pas là différence pour de ça. Stéphane, ce serait pas passer par le barreau, mais passer par sous les barreaux. Quoi. Enfin, Oh là 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 là. Là, c'est plus compliqué. Oui. C'est plus compliqué. Donc là, on peut rien faire. Non, là, pour le coup, Ouais. sur les revenus qui ont été actés, ceux sur lesquels le gain a été pris, on peut rien faire. Alors, après, on va faire un petit détail, parce que cette hausse de la CSG ne concerne pas tout. Alors, c'est extraordinaire, puisqu'on disait la flat tax à 30%, hein, notre fameux prélèvement forfaitaire unique à 30%, c'était un truc universel qui couvrait tout, etc. Et là, pour la première fois, en fait, à la limite, après la suspension de la réforme des retraites, hein, on est en train de finir de ruiner les derniers acquis du macronisme pour le pays, puisqu'on introduit de la complexité supplémentaire en disant cette hausse de 1,4 de la CSG, non seulement petite rétroactivité au 1er janvier 2025 sur tout ce qui s'est passé, mais elle ne concerne pas tout. Et alors, accrochez-vous pour comprendre, quoi. On va faire le tour avec Stéphane, hein, de ce qui est concerné et pas concerné. Je pense que tu peux nous le faire. Mais juste pour dire, on confond l'enveloppe d'investissement, hein, le truc fiscal dans lequel je suis, est-ce que c'est de l'assurance vie, du PER, du compte titre, du PEA, etc., et le support. Donc, par exemple, comme ça s'applique au PEA, ben, on va pénaliser l'investissement en actions dans le PEA avec cette hausse de la CSG. En revanche, on ne l'applique pas à l'assurance vie. Donc, ça veut dire que si je détiens des actions dans un contrat d'assurance vie, ce n'est pas taxé. Cherchez la cohérence. Voilà. Enfin, il n'y a pas cette hausse. Donc, déjà, on marche sur la tête en termes de complexité. C'est une usine à gaz comme seule l'administration et le Parlement français sont capables de nous en inventer. Ok, alors, c'est très compliqué, mais restez avec nous. On va essayer de faire simple. Et justement, là, Stéphane, comment... on va peut-être faire par étapes. Donc déjà, juste avec cette hausse de la CSG qui est actée, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça touche pas, et comment on peut faire là déjà juste en prenant ça. Et après, on va parler de ce qui peut arriver encore pour la suite. Je remonte sur ce que disait Jérôme. Dans la philosophie, en fait, ce que Bercy a voulu, c'était de se dire, je vais taxer ce qui ne serait pas investi, entre guillemets, dans l'économie, ce qui ne ferait pas tourner la machine. Et donc, je vais augmenter mon taux de CSG sur ce type d'actif. Et en l'occurrence, ils n'ont pas fait l'analyse de savoir où était logé mon actif. Donc, ça veut dire qu'un PER aujourd'hui est impacté par la hausse de la CSG. Un contrat d'assurance vie ne l'est pas. Des revenus fonciers qui viennent de l'immobilier ne sont pas non plus impactés par la hausse de la CSG. Donc il y a vraiment deux colonnes à faire, ce qui est impacté, ce qui n'est pas impacté. Dans ce qui est impacté par cette hausse de la CSG, on a une grande partie des placements financiers, je dirais quasiment tous les placements financiers, à l'exception de ceux qui sont mis dans les contrats d'assurance vie. C'est-à-dire que l'assurance vie est en dehors de cette hausse. Et de l'autre côté, ce qui n'est pas impacté par cette hausse de la CSG, on a les revenus immobiliers
qui eux restent taxés avec un taux de CSG à 17,2. Donc ça veut là, dire que ouais. plan d'épargne retraite, compte titre ordinaire, plan d'épargne en action, par exemple, sont impactés par cette hausse. Donc là, ça veut dire que les deux seules choses, entre guillemets, qui pour l'instant ne sont pas impactées, immobilier et assurance vie. En Voilà, gros. revenu foncier, Euh, assurance vie, pour faire simple. Déjà, Voilà. question que je vous pose à tous les deux, sachant ça, est-ce qu'il faut déjà faire une sorte de réallocation? Est-ce que vous nous dites, non, bon, bah, du coup, le PEA, le compte titre, etc., c'est plus assez intéressant, il faut aller Non. dans de l'assurance vie, se faire d'immobilier. Enfin, déjà, rien qu'avec Non, mais cette info. c'est vachement est-ce que important ce que vous, tu dis, parce que en fait, tu te dis, quand je prends le truc froidement, bah, le PEA, il prend une cartouche, hein, appelons un chat un chat. En revanche, l'assurance vie, elle est protégée. Donc normalement, si j'épargne régulièrement, par exemple, eh ben, je devrais orienter mon flux plutôt vers mon contrat d'assurance vie à partir du moment où il est multi-support et je fais toutes les classes d'actifs dedans, plutôt que sur mon PEA, au moins pour la partie investissement en action. Ça, c'est une réaction de bon sens. Et je pense d'ailleurs que ça va faire un peu mal au PEA, cette affaire-là. Alors que, et juste pour donner une idée de où on est, il y avait un super projet de loi qui avait été déposé en 2025 et qui devait être discuté en 2026 pour relancer le PEA, donc chercher la cohérence. D'accord ? Après, je vais poser une question de bon sens paysan à nos auditeurs, et puis chacun juge et est libre de ces trucs. Est-ce que vous jouez votre épargne de long terme, votre investissement, est-ce que vous le jouez sur un pari sur une enveloppe fiscale à long terme ? Ou est-ce que la diversification entre plusieurs enveloppes fiscales qui sont plus ou moins bien traitées selon les périodes de l'histoire n'est pas une bonne idée? Parce que qui dit que ce n'est pas l'assurance vie qui va se prendre une cartouche fin 2026 dans le projet de loi de finances rectificatif et que France Assureur et son lobbying sera moins efficace qu'ils ne l'ont été dans la discussion pour cette mesure-là. Voilà. Et donc, il y a quand même un enjeu de répartition du risque fiscal en termes d'enveloppe d'investissement. Donc on peut décider de surpondérer son assurance vie par rapport au PEA pour ses investissements en actions dans les mois qui viennent, très bien. Mais est-ce qu'il faut lâcher la proie pour l'ombre et quitter complètement son PEA? Je ne crois pas, parce qu'il faut quand même garder un équilibre de risque fiscal en plus de son risque d'allocation d'actifs dans la gestion de son portefeuille. Et puis il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'affroidement comparé de taux. C'est-à-dire que les revenus fonciers, on se dit les revenus fonciers n'ont pas été impactés par la hausse de la CSG, mais je rappelle que les revenus fonciers, c'est un barème de l'impôt sur le revenu, donc, qui peut monter très très haut, et on peut avoir des revenus fonciers aujourd'hui qui sont taxés à plus de 50%. Donc, si on compare ça avec, certes, une flat tax à 31,4, on est quand même mieux, même avec une hausse de la CSG, qu'avec mes revenus fonciers. Donc, il faut aussi faire une analyse un peu froide, qui est de se dire, certes, comme le disait Jérôme, on a pris une cartouche de ce côté-là, mais de toute manière, de l'autre côté, il y a un tel écart, que c'est pas forcément non plus Je vais revenir sur un truc très gagnant. concret sur le PEA, je peux ? Vas-y. Le PEA, souvent, les gens ne savent pas que c'est une enveloppe qui peut être extraordinaire quand on va la liquider, le jour où on a besoin de son argent, pour obtenir une rente à vie. Une conversion du capital qu'on a constitué sur le PEA en rente viagère. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que cette rente, si on utilise le capital accumulé sur son PEA le jour où on prend sa retraite pour compléter ses revenus de retraite, en s'assurant contre son risque de survie, comme Jeanne Calment sur 120 ans, en le transférant à l'assureur qui va se garantir un revenu à vie, d'accord, et ben cette rente viagère, elle est défiscalisée quand elle sort du PEA. Donc si la stratégie que vous aviez avec votre PEA, c'était de viser l'accumulation de ce capital à terme pour bénéficier de la rente viagère défiscalisée, il ne faut pas changer sa stratégie. Ce n'est pas 1,4 qui va faire le truc. Il faut peut-être être plus exigeant sur le rendement de son PEA et de son allocation d'actifs, sur la personne qui vous conseille ou sur le mandat que vous avez donné, pour qu'il y ait de la performance. Et même net de cette hausse, votre stratégie, elle ne change pas. Bon, donc là, on est sur du très 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 long terme dans ces cas-là. Après, ça dépend quel âge vous avez. Mais là, pour être hyper concret, avant de passer à ce qui peut arriver sur la suite, là, avec cette hausse de la CSG, ce que vous nous dites, c'est OK, il y a pas mal d'enveloppes qui prennent des cartouches, entre guillemets, mais ne changez pas forcément votre stratégie parce que peut-être que ce sera d'autres qui vont en prendre. Bon, oui. J'aimerais être positif, me dire bon, ça va peut-être mais rebaisser plus tard. Là, on ne change pas, quoi. En gros, c'est ce que vous nous dites. Stéphane parle de relativité. Le revenu foncier, il a fait l'exemple revenu foncier versus 31,4. Revenu foncier à plus de 50 versus 31,4. Je vais vous donner un autre exemple sur le PER qui est impacté. On a eu la confirmation la semaine dernière. Le PER est impacté. Mais quand je mets des sous sur mon PER, l'État me fait un cadeau qui est celui de ma tranche marginale d'imposition sur mon versement, puisque c'est déductible de mon revenu imposable. C'est comme ça que ça marche, c'est l'effet fiscal à l'entrée du PER. Oui, on me le reprend à la sortie, mais aujourd'hui, quand je vais économiser 30, 41 ou 45% de tranche marginale d'imposition quand je verse dans mon PER, est-ce que le problème, c'est qu'on me reprenne un 4 à la sortie, ou est-ce que le problème, c'est de bénéficier de cet effet de levier pour investir 100 et pas 100 moins 45 de tranche marginale d'imposition avec les intérêts crédités, ce que nos auditeurs connaissent, parce qu'ils sont hyper pointus, c'est bien les intérêts sur les intérêts. Il vaut mieux avoir mis 100 et être un peu plus taxé à la sortie pour que ça fasse des petits
sur 100 avec sa stratégie de placement, plutôt que d'être parti de 55, quoi. Puis pour reprendre, je dirais, le sujet, c'est pas de se dire là aujourd'hui, en fonction de l'évolution de ce taux de CSG, j'ai une réallocation à faire, c'est-à-dire qu'il faut que je change complètement l'organisation de mes portefeuilles parce que j'ai pris un 4. C'est de se dire, mais cette règle-là, je pense qu'elle est applicable sur l'analyse financière, elle est aujourd'hui applicable sur l'analyse fiscale, c'est-à-dire de rester sur des perspectives de diversification. C'est-à-dire de se dire, et ça reprend ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire de se dire, j'ai un peu de PEA, j'ai un peu d'assurance vie, j'ai un peu de PER, j'ai un peu de tout, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir se dire, si jamais je prends une cartouche là, c'est pas grave, j'en ai quand même encore un peu à gauche. On sait que la tendance va être de toute manière à la hausse fiscale. Maintenant, elle va peut-être pas se situer tout au même moment, tout au même endroit. Donc la diversification fiscale, quelque part, de la même manière qu'on a une diversification financière quand on gère ses actifs, je pense qu'aujourd'hui, la diversification fiscale est extrêmement importante dans une stratégie patrimoniale. Et alors, je vais rajouter un truc pour tout le monde, pour nous, pour moi, pour vous, c'est que comme on répartit entre plusieurs enveloppes fiscales, après, on ferait des choix de placement en termes de classe d'actifs à l'intérieur, plus d'actions US, plus de produits de taux, etc., de l'immobilier, un peu de Bitcoin si vous voulez, etc. Bon, la chose, c'est que désormais, il est absolument indispensable en fonction de son horizon de temps, donc du niveau de risque qu'on est prêt à prendre et de son appétence d'investisseur pour le risque, de consolider votre allocation d'actifs, toutes enveloppes fiscales confondues, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut piloter correctement son couple rendement-risque dans son horizon de temps d'investissement, alors qu'on a réparti un peu pour répartir ses risques fiscaux. Bon, en gros, avec cette hausse de la CSG, diversifiez vos enveloppes un maximum. Si vous aviez qu'un PEA et que vous hésitiez à ouvrir une assurance vie, on a fait pas mal de matchs PEA assurance vie en simulation, ouvrez une assurance vie et inversement. Là, maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui pourrait arriver. Stéphane, honnêtement, là, hausse de CSG actée. Là, qu'est-ce qui pourrait arriver et comment on peut l'anticiper très concrètement ? Alors, ce qui pourrait arriver, donc ce qui va arriver d'ailleurs, c'est le vote d'une loi de finances pour l'année 2026, donc qui risque de passer avec le 49.3 en l'absence de censure. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans le cadre de cette loi, de ce projet de loi de finances et qui peuvent être impactantes sur la gestion de son patrimoine. On en a entendu parler. Donc il y a une taxe sur les holdings qui doit normalement, qui est dans le texte et qui doit arriver. On a la suppression. On va parler des holdings en fin d'émission. Exactement, qui est un point important. Alors, si on reste sur un prisme de gestion de son patrimoine, ce sujet-là est effectivement important parce que ça vise à augmenter la pression fiscale sur une partie du patrimoine qui serait considérée comme non productive économiquement, parce que c'est ça l'analyse qui est faite par Bercy. Donc voilà, c'est dans les dispositions de cette loi de finances. Alors après, je passe. Il y a le fait en fait, dans le prisme, c'est de se dire, je vais favoriser tous les investissements qui vont être liés à un développement économique. Et puis je vais taxer et je vais donc impacter les investissements qui n'ont pas cette connotation-là. Donc les investissements dans les JEI, les FPCI verts, liés à l'environnement, on a un certain nombre de dispositifs qui du coup sont maintenus et vont permettre d'investir dans des cadres fiscaux qui vont être plus favorable. Pour être concret, là, pour les investisseurs, investisseuses qui nous écoutent, là, dans quoi on peut continuer à investir a priori sereinement qui ne devrait pas bouger, là, dans les mois qui viennent? C'est ce que tu viens de citer, là? Alors ça, ce type d'actifs liés aux jeunes entreprises innovantes, les dispositifs qui étaient liés aux jeunes entreprises innovantes, les dispositifs verts, les FPCI verts, ou ce type d'investissement reste effectivement... on va dire, en statu quo par rapport à ce que c'était avant, voire même sur les JEI, on en vient augmenter l'avantage fiscal qui est accordé. Après, il faut rajouter encore, il y a un autre élément impactant de fiscalité, c'est le fait que, alors on a depuis pas mal d'années la CEHR, la contribution exceptionnelle sur le revenu qui existe, et on a depuis 2025 la CDHR, contribution différentielle sur les revenus, qui est dans ce projet de loi de finances et qui vient là aussi impacter les hauts revenus. Alors, on est sur les hauts revenus, donc ça ne concerne pas tout le monde. Faut aussi raison garder. Enfin, ça ne concerne pas tout le monde. On vient relativement vite. C'est-à-dire qu'on tombe dans la CEHR ou dans la CDHR pour un célibataire si on a un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros. Voilà, on vous le souhaite, mais voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Après, on peut y arriver quand même, mais ça ne concerne pas tout le monde. Et 500 000 euros si on est marié. Donc ça, ce sont les seuils de déclenchement de ces fiscalités. Et puis on a aussi donc cette hausse de la fiscalité
sur, on va dire, la gestion de patrimoine à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle la taxe holding, qui va viser là aussi un montant de patrimoine géré dans des holdings relativement conséquent, puisqu'on est à 5 millions, donc c'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir 5 millions dans sa holding, et avec une taxe assise, enfin une assiette de 2% qui va venir taxer les actifs non économiques de ces structures. Donc c'est là où il faut bien faire le distinguo, hein, je reviens sur la philosophie, c'est-à-dire j'ai à gauche mes actifs qui sont considérés comme étant la gestion d'une activité économique, et puis à droite, mes actifs qui sont purement patrimoniaux et qui peuvent du coup générer une fiscalité supplémentaire. Donc là, tu parlais plutôt des holdings. Là, Oui, dans sur ce la cas-là. taxe des Ok. 2%, c'est effectivement les actifs qui sont détenus dans une structure à l'impôt sur les sociétés type holding. Ok, dans quelques instants, là, on va se faire un petit focus sur les holdings. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne me concerne pas. Si, ça peut vous concerner. Moi, personnellement, j'en ai pas. Mais il y a plein de gens déjà qui en ont et qui pourraient être concernés. Et enfin, qui sont concernés et qui ont certainement des arbitrages à faire. Et que vous le croyez ou non, vous pourriez être concerné et vous avoir une holding, quels que soient vos revenus, ça pourrait vous être utile. Avant ça, Jérôme, un peu même question que je viens de poser à Stéphane. Là, voilà, à quoi on peut s'attendre par rapport à ce que nous a dit Stéphane et très concrètement en tant qu'investisseur, là où on peut aller tranquille en continuer à investir et là, les zones où a priori, ça pourrait être, Moi, être cartouché. je dirais que pour tous on va dire les épargnants normaux, excusez-moi de cette expression normale, mais tous les gens qui sont en dessous des seuils que vient d'évoquer Stéphane sur les très hauts revenus, moi je dirais qu'il y a dans ce et qui ne sont pas avec une partie de leur patrimoine professionnel ou purement patrimonial détenu dans un véhicule à l'impôt sur les sociétés de type holding, finalement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de ce projet de loi qui nécessite un arbitrage ou une action, puisqu'il y a bien ciblage des populations ou des cas que Stéphane vient d'évoquer. Après, je vais refaire un tout petit peu de politique, comme j'aime faire. On a quand même un sujet on a un parti politique que je ne citerai pas qui s'est gargarisé de ses avancées et de ses victoires, on est d'accord, à l'occasion de la discussion sur cette loi de finances 2026, en expliquant qu'il ne voterait pas la censure parce que ça n'était pas pris sur le dos des Français. Et quand on voit qu'il y a 8 milliards de plus pour nos grandes entreprises qui représentent un tiers quasiment des emplois français, du solde de notre commerce extérieur, etc., à long terme, ce sera pris sur le dos des Français. Et c'est ça qu'il faut avoir bien en tête. Et c'est pour ça que je suis assez pessimiste, sauf changement majeur à la Milei, sur la capacité du pays à ne pas accroître la fiscalité encore dès le projet de loi de finances rectificative pour 2026, qui sera discuté immanquablement. On pourra revenir en parler à la fin de l'été prochain. Bon, donc là, si je comprends bien, pour la plupart des gens, c'est-à-dire, alors ça veut rien dire, patrimoine normaux, mais on s'entend, voilà, pour le plus gros de la population, a priori, à part cette hausse de la CSG, où on vous a dit diversifier vos enveloppes pour tout simplement diversifier le risque fiscal, entre guillemets. Voilà. Et là, il n'y aurait pas grand-chose à faire pour la plupart des gens, mais là, après, c'est sur la holding, c'est ça dont on va parler. Exactement. Alors, quand même, Stéphane l'a cité, sur un certain nombre de véhicules type investissement direct dans des jeunes entreprises innovantes, etc., il y a toujours des effets fiscaux à aller chercher. La seule chose, c'est que c'est moins liquide. Donc, ça veut dire que dans l'allocation de votre flux d'épargne, vous ne mettez là-dedans que des choses dont vous savez que vous n'en avez pas besoin avant que l'entreprise ait pu vérifier si elle fonctionnait ou pas. Tu es d'accord avec ça ? Oui, c'est okay. clair. Ouais. D'accord. Et puis, on en revient, ce sujet-là, quand on regarde, on fait du picking sur les marchés financiers. Je dirais aujourd'hui, il va falloir faire du picking sur les marchés fiscaux, sur le marché de la fiscalité, de se dire, je vais chercher, donc pourquoi pas de la jeune entreprise innovante. Alors après, il faut avoir cette vocation, cette envie, et puis cette durée d'investissement, parce que c'est des investissements un peu longs. Mais l'idée, comme sur les enveloppes fiscales, c'est d'aller chercher ce qui est le plus pertinent par rapport à son organisation patrimoniale. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, on en vient très souvent à aborder ce sujet-là sur la gestion à l'IS, parce qu'en fait, lorsqu'on est épargnant, on a souvent un prisme qui est de se dire, voilà, je gère à l'IR, donc j'ai mes règles avec mes enveloppes fiscales, le PEA, PER, assurance vie, mes livrets, on a une autre panoplie, et dans notre boîte à outils, on a un autre dispositif qui quelque part, qui est à notre disposition, c'est la gestion à l'IS. Ça ne concerne pas forcément à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire et ça ne concerne pas que des gens qui sont multimillionnaires. Et bien justement, on va en parler très concrètement. Et d'ailleurs, on parlait de diversification fiscale. C'est la première fois dans cette émission que je parle de diversification fiscale. D'habitude, on parle de diversification en termes d'actifs. Et là, ça y est, 2026, diversification fiscale. Bon,
La holding, et après les questions cash. La holding. Si j'ai bien compris, moi, il y a 2 types de holding. Vas-y, Jérôme. C'est simple. Voilà. Qui a intérêt à avoir une holding? On va la faire courte. Vous avez quelqu'un qui dirige une boîte opérationnelle. Donc là, je m'adresse aux dirigeants. Alors déjà, c'est quoi une holding juste Alors, une holding, c'est une société au sens juridique du terme, donc une SARL, une SAS, une société civile, etc., qui va détenir un certain nombre d'actifs. D'accord ? Donc elle a de l'argent et elle va déployer cet argent sur un certain nombre de cibles en termes de qu'est-ce qu'elle achète pour essayer de gagner de l'argent avec ses investissements. Ça va ? Alors ensuite, vous avez le cas du dirigeant d'une entreprise, propriétaire, fondateur, héritier, appelez ça comme vous voulez, qui lui dirige une boîte n'importe quoi, industrielle, qui fabrique des vis, des boulons, qui fabrique des boissons sans alcool, enfin ce que vous voulez. Et au lieu d'être directement président de sa société ou directeur général ou gérant, d'accord, il va détenir les parts de sa société d'exploitation dans laquelle il a son personnel, sa production, ses ventes et tout. Il va les détenir au travers d'un véhicule à l'impôt sur les sociétés qui est une SARL ou une SAS. Et cette société va être animatrice de là ou des cibles opérationnelles qu'il fabrique. J'essaye d'être le plus simple possible. Animatrice, ça veut dire que c'est elle qui va définir la stratégie, c'est elle qui va accompagner la boîte et vérifier l'exécution, etc. Au terme d'une convention de prestation de service où la boîte qui fabrique les vis va remonter des honoraires à cette société animatrice. Ça permet aux dirigeants plusieurs choses. Je parle sous le contrôle de Stéphane, bien sûr. Premièrement, organiser sa rémunération au sein de sa holding animatrice et non pas au sein de la boîte opérationnelle. Donc, il peut faire sa cuisine comme il veut, sans avoir les effets de bord, ni de transparence ou de lien avec le caractère collectif de tous les gens qui l'emploient en bas. Ça, c'est la première chose. Organiser sa protection sociale comme il veut. La deuxième chose, c'est que ça lui permet d'inscrire les parts de la boîte qu'il dirige ou des boîtes qu'il dirige comme des participations long terme à l'intérieur de sa holding. Et donc, ça veut dire que le jour où il les cède en réalisant une plus-value, le jour où il transmet son outil de travail, il le vend, etc., en fait, la plus-value est moins taxée à l'intérieur de la holding et il pourra finalement se distribuer le produit pour améliorer son train de vie comme il le veut et avec la synchronicité qu'il veut, c'est-à-dire avec le calendrier qu'il veut, indépendant du calendrier de clôture des comptes des boîtes opérationnelles que sa holding détient. Donc là, c'est beaucoup de souplesse. Holding animatrice. C'est holding animatrice. Après, le sujet de la fiscalité à l'IS, c'est qu'elle permet principalement d'encapsuler. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie d'encapsulement. C'est-à-dire qu'on génère des gains à l'intérieur de l'IS. Et là, pour reprendre l'impôt sur les sociétés. Oui, pardon. L'impôt sur les sociétés, pour reprendre l'exemple de Jérôme, je détiens les titres en direct. J'ai une fiscalité avec le PFU, le flat tax, donc avec aujourd'hui une fiscalité à 31,4. Ça, c'est la fiscalité sur la plus-value liée à mon titre. J'ai le même titre détenu dans une structure. Ma fiscalité, elle tombe dans les règles de l'impôt sur les sociétés. Et là, je suis à 4%. Donc, je compare un 4 avec un 31,4. 31,4 qui peut être 38,6 avec les deux super contributions. Je reste dans des cadres raisonnables. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas photo, quoi. Là, honnêtement... attention. Voilà. Non, c'est-à-dire que c'est pour ça que mon premier propos liminaire était de dire je suis dans une stratégie d'encapsulement. Parce que lorsque je suis dans ma structure sociétaire, elle a certes perçu ce gain avec éventuellement sur la plus-value un frottement fiscal de 4%, mais mon gain, il est dans ma structure à l'IS, il n'est pas dans ma poche. Donc c'est pas sorti encore. Donc voilà, c'est pas sorti. Et quand je le sors, je vais me reprendre les 31,4 et éventuellement les 38,6, puisque c'est du dividende et que je vais être taxé avant de pouvoir le dépenser à titre personnel. Mais alors on est dans une stratégie. En fait, non, c'est la question moi que je pose à mes clients, c'est aujourd'hui vous allez générer un gain. Ce gain-là, vous le voulez dans votre poche. Vous en avez besoin pour assurer votre train de vie. Vous en avez besoin pour aller faire 15 fois le tour du monde, pour financer l'étude de vos enfants. Est-ce que vous en avez besoin dans votre poche? Oui, non. La question, elle est basique. Si vous n'en avez pas besoin dans votre poche, pourquoi aller perdre 31,4% de fiscalité alors que vous pouvez faire la même opération, vous en perdez que 4, pas la même chose déjà. Vous générez votre gain dans une structure. Et puis on réinvestit, on diversifie. Et cet argent-là, vous n'avez pas besoin dans votre poche. Donc autant limiter le frottement fiscal qui est généré, et puis réinvestir dans un cadre... En fait, il faut considérer la holding comme une grosse tirelire. Ouais. Et donc, ce que Stéphane vient de dire, c'est qu'en plus du cas de la holding animatrice, qui détient l'outil de travail que je fais tourner, etc., en fait, ce véhicule, il peut aussi être utilisé pour faire des investissements de tout type. Je peux acheter de l'immobilier, je peux acheter des actions de société, je peux acheter des obligations, je peux acheter des produits monétaires, je peux acheter de l'or, je peux acheter des matières premières. Je peux déployer toute ma stratégie d'allocation d'actifs à l'intérieur de ma holding. Simplement, c'est de l'argent que je décide d'investir
Et je sais que le jour où, parce que j'en ai besoin dans ma poche pour financer mon train de vie courant, de mes voyages, les études de mes enfants, le paiement de mes dettes de jeu, Parce que vous voulez. Voilà. Il va bien falloir que je le sorte de ma holding, et ça s'appelle distribuer des dividendes de ma structure à l'IS, qu'elle soit patrimoniale ou animatrice. Et à ce moment-là, je vais passer par, au minimum, la flat tax et peut-être la CEHR et la CDTR. Donc, une holding, là, ça peut être... donc, 2 types de holding. Je résume pour essayer de bien comprendre, hein, et qu'on essaie de ne pas perdre tout le monde en cours de route pour ceux qui ne soient pas forcément familiers avec ça. 2 types de holding. Animatrice, donc c'est un peu l'outil de travail, et holding patrimonial, dont on va parler juste après. Holding animatrice, donc c'est l'impôt des sociétés, 4%. Donc là, c'est intéressant de faire des investissements qui sont soumis habituellement à la flat tax si vous ne les voulez pas dans votre poche. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura que 4%. Et ça reste dans votre société, entre guillemets. Par contre, si vous les voulez dans votre poche, c'est pas forcément la peine de les mettre là-dedans parce que vous aurez 4%, puis la flat tax qui est aujourd'hui minimum à 31,4%. Voilà. En gros, et donc, il y a un arbitrage à faire sur qu'est-ce que je mets dans ma holding, qu'est-ce que je garde à l'extérieur en fonction de mes anticipations de train de vie. Et il est clair que, généralement, l'organisation avec une holding, elle vient au fur et à mesure que vous mûrissez en âge et éventuellement en valeur de votre outil de travail et en patrimoine général, quoi. Et là, holding patrimonial. Donc, qu'est-ce qui se passe comment ça marche Alors, c'est la même chose. C'est une structure type SAS, SARL, société civile à l'impôt sur les sociétés qui reçoit de l'argent, alors soit du dividende alors parfois il y a 2 étages, hein. Vous avez la patrimoniale au-dessus, l'animatrice en dessous, et puis les boîtes opérationnelles que vous dirigez au-dessus. Mais vous pouvez aussi être salarié d'un grand groupe, hein, ou salarié, et créer votre holding patrimonial, c'est-à-dire une structure à l'IS qui va être un véhicule d'investissement de long terme, dans lequel vous vous dites tout ce que je fais à l'intérieur, je n'en ai pas besoin tout de suite, c'est juste pour déployer mon patrimoine, le faire grandir, et puis je l'utiliserai, peut-être pas en totalité, et le reste, je vais le transmettre en essayant de le faire de façon efficace à mes ayants droit, mes enfants. Donc même logique que pour la holding animatrice, voilà. C'est que ce dont a priori je veux pas dans ma poche à court moyen terme, quoi. Exactement. C'est un peu comme quelque part, il faut le voir comme une... Alors, j'aime pas parler d'enveloppe fiscale parce que c'est une structure, c'est une personne morale juridique à l'IS, hein, c'est pas une enveloppe fiscale, hein, c'est vraiment une société patrimoniale dont l'objet est patrimonial, mais quelque part, c'est un peu comme une enveloppe fiscale, un peu comme un PEA, c'est-à-dire on se donne du terme. À l'intérieur de cette structure, je fais capitaliser. Alors, l'avantage, c'est que dans mon PEA, je suis limité à la catégorie d'actifs que je peux y loger, hein, ce ne sont que des actions. Dans ma structure patrimoniale, je peux y mettre des SCPI, des FPCI, des actions cotées, non cotées, je peux y mettre des objets d'art, je peux y mettre toute catégorie d'actifs, risqués ou pas risqués, des contrats de capitalisation. On peut mettre quand même énormément de choses dans une structure à l'IS, et on va en fait capitaliser cet ensemble. Et quelque part, quand on se donne un peu de temps, ce qui est le cas dans un PEA par exemple, quand on se donne un peu de temps, 10 ans, 15 ans, on va capitaliser à l'intérieur, prendre des gains à l'intérieur avec des régimes fiscaux qui sont peut-être moins impactants que si jamais je me les prenais en direct. On a moins d'effets de bord. Et puis, dans 10 ans ou dans 15 ans, je me préparerai une distribution de dividendes annuelle, et je sortirai ceux dont j'ai besoin pour assurer mon train de vie de cette tirelire, comme le disait Jérôme. Et le reste, puisque c'est une structure juridique, donc c'est un actif, et là, on ne va pas faire l'émission sur la transmission, mais je peux évidemment anticiper la transmission de ce qui restera à mes enfants, par exemple, sous la forme d'une donation-partage. Donc là, on est dans le droit civil. Je fais une donation par parts égales à mes enfants équilibrée, d'un montant qui est figé au moment où je donne. Et si j'ai démembré ma holding, je vais dire des gros mots, hein, c'est-à-dire que j'ai séparé la nue propriété et l'usufruit. Usufruit, usus et fructus, tout le monde va comprendre, j'ai le droit d'user, de percevoir le fruit. Donc je pourrais toujours vivre dessus en tirant du dividende. En revanche, j'ai donné la nue propriété quand ça valait 100 à mes enfants. D'accord, j'ai payé moins de droits de donation, j'ai consommé mes abattements qui sont prévus par le Code général des impôts à un moment où ça valait pas cher et où j'étais jeune. Et peut-être que mes 100 sont devenus 1000 parce que j'ai très bien investi à l'intérieur de mon véhicule. Le jour où je meurs, mes enfants ils récupèrent les 1000, mais ils n'ont pas un euro de droit de plus à payer dans la succession. Donc cette anticipation de transmission, elle est permise par un véhicule de type holding si on s'y prend tôt. Et en fait, moi je dis toujours, une holding, à la limite quelqu'un qui a 100 000 euros, je dis n'importe quoi, 50 000 euros, 100 000 euros, dont il n'a pas besoin à court terme mais qu'il a envie de faire fructifier, ça peut justifier la création d'une holding, parce que qui sait si, bien placé, ça ne va pas faire un million. Alors justement, j'allais y venir, après je laisse laisse Stéphane réagir, et après on se fait, on se fait les questions cash. Juste, j'allais te dire, ok, là c'est clair ce que vous avez dit sur les holdings, mais
la plupart des gens se disent mais moi, si on n'a pas des millions, ça sert à rien. Justement, à partir de quand c'est... Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément une question de montant, sachant que dans la construction d'une holding, ça veut dire que j'ai de l'argent à investir, je vais l'investir dans cette structure, donc je vais faire ce qu'on appelle souvent un apport en compte courant, on peut avoir un apport en capital ou un apport en compte courant, c'est souvent des apports en compte courant. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est... quel est l'inconvénient d'être dans cette structure-là? Un, c'est que l'argent elle n'est pas dans ma poche, l'argent capitalise, elle est encapsulée. Et puis deux, c'est que j'ai quand même un coût de fonctionnement, un coût de création et un coût de fonctionnement. Une fois qu'on a mis de côté ces aspects-là, qui ne sont pas forcément des grosses contraintes, quelque part, on peut rentrer dans une logique de gestion liée à l'impôt sur les sociétés qui est intéressante. Donc, définir un montant, c'est surtout quel est le montant de capital que je suis capable de mobiliser pour les encapsuler. Après, on le voit, cette stratégie-là, Bercy la regarde, la voit. C'est d'ailleurs pour ça que la taxe aussi des holdings est sortie de leur chapeau. Alors, la taxe des holdings, je disais, on commence à 5 millions. Donc, si je suis en dessous de 5 millions, aujourd'hui, je ne suis pas impacté. Donc là, quoi 5 qu'il arrive, millions pour cette année-là, il y aura pas, ce ne sera pas en dessous de 5 millions, c'est sûr. Non, si j'ai une holding aujourd'hui et que je gère un patrimoine qui est inférieur à 5 millions, j'ai pas de questions et j'ai pas de sujet à me poser aujourd'hui, à la date de ce jour. Maintenant, on le voit bien, si Bercy réagit à cette organisation-là, c'est bien qu'un certain nombre de personnes rentrent dans cette stratégie. Et ça rejoint mon discours que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être dans cette diversification. Et speaking est de se dire, j'en mets un peu partout, parce que de toute manière, la fiscalité va évoluer. Aujourd'hui, on peut terminer, pour être très concret, moi, mon abac personnel, c'est que si c'est juste un véhicule d'investissement patrimonial dans lequel je vais mettre de l'argent, et j'espère que ça va faire beaucoup, je vais essayer de le donner à mes enfants en anticipation, etc., et puis je vivrai dessus demain, j'ai envie de dire à partir de 50, 100 000 euros, ça peut justifier la création d'un véhicule à l'impôt sur les sociétés de type holding patrimonial. Si c'est juste pour, dans un premier temps, apporter les parts de la boîte que je dirige, en report d'imposition dans ma holding pour préparer une cession qui ensuite fera que ma holding deviendra une grosse tirelire, là, à la limite, on va plutôt regarder le potentiel de l'outil de travail que j'apporte à la holding que sa valeur intrinsèque au moment où on l'apporte. Voilà. Ok, très clair. Merci, messieurs, pour toutes ces précisions-là. On passe tout de suite aux questions cash. Question cash, c'est très simple. La première question, l'investissement casino, qui porte bien son nom. C'est une somme dont vous n'avez pas besoin, ce n'est pas celle de vos clients, ce n'est pas un conseiller en investissement, mais c'est voilà, vous avez un billet, vous avez un pari un petit peu à faire, un petit peu spéculatif. Je dis spéculatif pourquoi? C'est vous dites, allez, j'ai envie de tenter un coup qui peut me rapporter beaucoup, mais comme toujours en investissement, parce que le gain potentiel est élevé, le risque potentiel est élevé. Jérôme, tu irais dans quoi là maintenant tout de suite? Je vais vous dire un truc que je fais, et je sais que c'est risqué. Je joue la concentration du marché de l'expertise comptable. Oula. Voilà. Et donc ça, c'est un vrai pari hyper risqué. C'est quoi? Le comptable, là, vous savez, il produit des comptes et de la paye, pour des bulletins de paye. Bon. Et historiquement, il a des petites mains qui saisissent les factures des clients pour les rentrer dans la compta, et ensuite il fait sa liasse et il la remet, il la dépose au greffe et tout le monde est content. Vous imaginez ça, c'est devenu une commodité complète. Tout est numérisé, c'est vraiment, on est hyper productif. Et donc, évidemment, la lettre de mission que facture l'expert comptable pour faire ce métier traditionnel, historique, elle est en train de chuter gravement. Et donc, la survie de l'expert comptable, c'est évidemment de se numériser à fond, de jouer à fond cette carte technologique, mais c'est aussi de remonter en valeur ajoutée de conseil, parce qu'il a une place centrale auprès de ses clients, il est leur référent, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il facture des missions de conseil supplémentaires. Et alors, tout le marché voit bien ça, donc le marché est en train de concentrer avec l'aide de fonds d'investissement, etc. Ils rachètent des cabinets, ils les empilent, ils les restructurent, ils font des pôles de spécialité avec des verticales métiers de conseil, etc. Mais il y a un risque d'exécution qui est considérable sur la nature des ressources humaines, sur la vitesse à laquelle le déploiement technologique va. Avec l'IA, voilà, exactement. Et d'acteurs purement technologiques qui essayent de les disrupter en disant « moi, j'ai plus besoin de l'expert comptable et je vais prendre le marché ». Et donc, c'est très risqué, mais c'est vachement intéressant à faire. Et donc, tu fais quoi concrètement? J'ai mis de l'argent dans des boîtes qui consolident de l'expertise comptable et je m'intéresse aux fonds d'investissement de private equity, les investisseurs en capital non cotés qui s'intéressent à ça. Et tu es le premier à me dire ça. Donc, voilà, original, très bien. On apprend des choses. Pareil, alors Stéphane, là, ton investissement casino. Moi, mon investissement casino, je crois que j'achèterais une Bugatti. Parce que l'avantage, c'est que normalement, il est possible qu'elle prenne un peu de valeur et que je la revendrais plus cher que je ne l'ai achetée. Et je me dis toujours, même si jamais ce n'était pas le cas, j'aurais roulé de manière plutôt sympa pendant les 2, 3, 4 années, 5 années que je dois regarder. Le kiff, voilà. Non, mais c'est important parce qu'au moins on a profité. Parce que parfois on se prend des gamelles et voilà, on a juste perdu de l'argent et on n'a pas. Voilà. On s'est pas Après, on peut en perdre aussi beaucoup, je pense, dans ce genre de pari. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Non, bien sûr. Uniquement des idées. Deuxième question cash.
c'est l'investissement à 10 ans. Vous êtes sur une île déserte, l'île Maurice par exemple si vous voulez, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, vous irez le déterrer dans 10 ans, vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs, au pluriel, vous mettez à l'intérieur, Jérôme? Moi, j'enterre pas une Bugatti, mais... Tu peux si tu veux, le non, coffre non, est mais pas grand. je vais te dire ce que j'enterre. J'enterre 12 bouteilles de blanc et 12 bouteilles de rouge d'Hermitage de Jean-Louis Chave. Donc c'est un vin qui est sur la rive gauche du Rhône, à peu près 16 km avant Valence. C'est probablement, dans l'appellation Hermitage, le meilleur vin du monde. Voilà, en tout cas, c'est mon préféré. Et ce que je me dis, c'est qu'il ne peut pas, compte tenu de sa qualité, c'est un vin de longue garde, se gâter si je le conserve correctement, c'est-à-dire si je l'enterre à l'île suffisamment profond pour que la température soit la bonne, d'accord, et le degré d'humidité soit la bonne. Au pire, si je me réveille dans 10 ans et que la flat tax et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution différentielle sur les très hauts revenus est montée à 75% ou à 80%, je pourrais toujours le boire. Pour me remonter le moral. Et là-dessus, moi j'ai une question, j'ai juste une question technique. Il y a un dicton à chaque fois, on ne sait jamais s'il faut plutôt boire blanc ou rouge avant. Enfin, il y a un sens à chaque fois. Alors, imagine là si tu du moment que tu bois du bon, faut pas boire de l'alcool, attention. Du moment que tu bois du bon, tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais? Peu importe le sens. Bon, absolument. Ok, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Stéphane? Alors moi, je crois que j'y mettrais un lingot d'or, parce que quelque part, dans 10 ans, il sera toujours dans le même état, il n'aura pas bougé. Même esprit là, t'achètes là. Oui, parce qu'en fait, au pire, je retrouverai probablement la même chose, mais... on est à 10 ans, c'est vrai qu'on est à 10 ans. Ouais. Donc, dans 10 ans, je pense qu'au pire, je retrouve la même chose. Et puis, même si je ne retrouvais pas la même chose, je le fonds, et puis j'en fais des colliers, des bijoux que j'offrirai à ma femme, elle sera ravie. Ah bah, c'est bien, c'est sympa de penser à sa femme en plus. Voilà. Puis pour le vin, c'est pareil. On peut, voilà. Donc c'est bien. En plus, tous les deux, à chaque fois, vous prenez des choses que vous pourrez utiliser quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est prudent et c'est smart. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Stéphane Absolu, donc fiscaliste et associé fondateur de Pyxis Conseil, PYXIS, donc spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise dans leurs opérations de restructuration patrimoniale. Jérôme Dédéan, donc président de Mon Partenaire Patrimoine et associé de Tout sur mes finances. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci François pour la réalisation de cette émission. Et quant à vous, surtout, prenez le contrôle de votre argent.